Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mercredi midi tout le monde. Bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Valérie Dionne à l'animation de Côte-Nord Attitude. Bon midi Valérie. Allô Jean. On va avoir plusieurs sujets encore. On attend des étudiants de l'école Gamache dans nos studios vers midi 25, midi 30 minutes. 2 élèves du Parlement étudiant et la directrice qui seront avec nous tantôt pour venir nous parler de ce fameux défi 100 000. Hey, c'est un beau défi qu'ils ont relevé là. Une belle initiative. Vraiment. Ça vient de l'Abitibi, cette idée-là. Ça fait pas très longtemps. Puis c'est en train de s'étendre à plusieurs écoles à travers le Québec. Gamache embarqué dans le mouvement. Joanne Moreau, la directrice, sera avec nous un peu plus tard. Et les 2 élèves du Parlement étudiant s'appellent Shanna Godin et Émilie Turner, qu'on va entendre sur nos ondes vers la mi-temps de 7 heures du midi à Côte-Nord Attitude. Avant ça, on va parler de la situation économique du côté de Port-Cartier. Développement économique Port-Cartier et la Chambre de commerce ont envoyé conjointement un communiqué de presse hier pour implorer le gouvernement du Québec de mettre de l'argent dans le quai municipal au prochain budget. C'est dans une semaine, le budget du gouvernement du Québec. Aujourd'hui, cet après-midi, c'est le budget du fédéral. Là aussi, il y a beaucoup d'attentes probablement de Port-Cartier, mais d'un peu partout sur la Côte-Nord pour le budget fédéral. Mais là, on parle du budget provincial avec Bernard Gauthier, le commissaire industriel, et Michel Gignac, le président du conseil d'administration de développement économique Port-Cartier, seront avec nous donc vers midi 15 minutes à cette émission Côte-Nord Attitude. Également, on reçoit le directeur de la salle JMD. Oui, tout à fait, de la salle Jean-Marc Dion, Stéphane Dubé, qui a été élu en fin de semaine président du conseil d'administration du ROSEC. C'est pas la première fois qu'il siège sur le conseil. En fait, ce sera son 4e mandat, mais c'est la première fois qu'il est président, par contre. Donc, ça, c'est une belle nouvelle. Et en même temps, on va pouvoir parler de la force de ce réseau-là qui est le ROSEC. On va pouvoir parler aussi des spectacles qu'ils ont vus, parce qu'en même temps, il y avait des vitrines. Il y avait 13 vitrines d'artistes qui étaient présentées. Et c'est quoi le rôle d'un président aussi, d'un CA comme le ROSEC? Oui, c'est de faire une programmation de spectacles, mais c'est plus que ça aussi, ce réseau-là. Donc, c'est quoi son rôle à titre de président? On pourra savoir tout ça tout à l'heure aux alentours de 12h40 avec Stéphane Dubé. Et pour conclure notre émission d'actualité et d'affaires publiques, on a la chronique économique en fin d'émission. Elle est assumée par Développement économique Sept-Îles. Et Russell Tremblay va venir nous raconter son récent voyage en Floride. Il était pas là en vacances. À Tampa Bay, la semaine dernière, il y avait la conférence internationale Phosphate 2017. Phosphate, c'est fait à base d'apatite. On le sait, on a un projet sérieux. Les espoirs sont très sérieux là autour du projet de Mine Arnaud à Sept-Îles. On va en parler avec Russell Tremblay. Il était sur place à la conférence internationale Phosphate 2017 à Tampa Bay la semaine dernière. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Mais d'abord, le Port-Cartois Julien Corbet a été acquitté cette semaine concernant des accusations d'attouchement sexuel sur une adolescente et de possession de pornographie juvénile. La poursuite criminelle et pénale a retiré les accusations après des discussions avec la plaignante et une professionnelle de la santé, rapporte TVA Nouvelles. L'homme de 66 ans a donc été libéré de plusieurs accusations à la suite de plaintes déposées en 2011. Il avait fait face à la justice pour des accusations du même genre en 2007. Par ailleurs, un des auteurs de la prise d'otage au palais de justice de Sept-Îles en juin 2016, Steven Godin-Charlich, a comparu à Saint-Jérôme cette semaine. L'homme de 26 ans a plaidé coupable à de nouveaux chefs d'accusation à la suite des événements survenus à Sept-Îles. Steven Godin-Charlich et Danny Bernatchez, qui lui est en prison pour 16 ans, ont menacé donc avec un pic artisanal et maintenu en
otage 2 agentes correctionnelles pendant plus de 3 heures à Sept-Îles le 22 juin. Godin-Charlich a écopé cette semaine de 6 mois de prison de plus. Ça s'ajoute donc aux 4 ans déjà imposés par un juge au palais de justice de Sept-Îles lors de ses comparutions précédentes. La mairesse de Port-Cartier, Violaine Doyle, interpelle le premier ministre dans le dossier du bois d'œuvre. Elle a profité de la Journée internationale des forêts hier pour inviter Justin Trudeau à conclure rapidement un accord avec son homologue américain. Madame Doyle craint que la menace d'imposition de droits compensatoires et anti-dumping par les Américains sur les exportations canadiennes de bois menace des emplois à Port-Cartier. Violaine Doyle siège sur le comité forêt de l'Union des municipalités du Québec. Selon la mairesse de Port-Cartier, le Québec a fait ses devoirs en révisant son régime forestier pour répondre aux règles du libre marché. Madame Doyle souhaite maintenant que ces efforts soient reconnus dans une entente entre le Canada et les États-Unis. Elle demande aussi au gouvernement fédéral de soutenir les communautés dépendantes de la forêt au Québec et les compagnies forestières par des garanties de prêt. Le Cégep de Sept-Îles offrira le programme préuniversitaire en sciences en langue anglaise dès le mois d'août prochain. Le collège note une demande croissante provenant des communautés anglophones, celle de Sept-Îles et celle de la Basse-Côte-Nord également. Le Cégep de Sept-Îles propose déjà le programme général de sciences humaines en anglais. Il propose aussi des options bilingues. Selon le directeur des études, Marc Lavoie, plusieurs francophones souhaitent aussi poursuivre leur études supérieures en langue anglaise pour se démarquer sur le marché du travail ou intégrer une université anglophone. Le directeur de la salle Jean-Marc Dion, Stéphane Dubé, a été élu dimanche président du conseil d'administration du réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec. Le ROSEC tenait son assemblée générale annuelle et sa rencontre du printemps du 16 au 19 mars dernier à Rivière-du-Loup. Plusieurs artistes ont présenté 13 vitrines de spectacles pour les responsables des programmations de salles. La rencontre du printemps a été ponctuée d'échanges professionnels, de formations et de réunions de programmation. On pourra en savoir davantage avec Stéphane Dubé qui sera en entrevue avec nous aux alentours de 12h40. Et puis, le milieu socio-économique de Port-Cartier réclame des investissements au quai municipal en eau profonde dans le prochain budget provincial qui sera déposé dans une semaine. La Chambre de commerce et développement économique Port-Cartier rappelle que la communauté d'affaires attend l'aide promise en campagne électorale et avec la stratégie maritime, le président de la Corporation de développement économique à Port-Cartier, Michel Gignac, de même que le commissaire industriel, directeur général de développement économique Port-Cartier, seront avec nous en entrevue dans quelques instants. Attitude. La grande vente de fermeture se poursuit chez Spin Sport et plein air de Place de Ville. Tout doit sortir rapidement. Jusqu'à 70% de rabais avec un minimum de 40% de rabais. Nous avons eu un nouvel arrivage de manteaux et de pantalons d'hiver. Nous avons aussi des vêtements, des chaussures et ce dans des grandes marques telles que de North Face, Salomon, Volcom, Reebok, New Balance, Vans, Merrell, Arc'teryx, Lolé et plusieurs autres. Une foule d'économies vous attend. Des rabais allant jusqu'à 70% avec un minimum de 40%. Chez Spin Sport et plein air de Place de Ville. Moi, je vais être chanceuse comme Julie. Hier, elle a perdu ses lunettes, son cellulaire a brisé, son chat s'est sauvé, puis après ça, elle est allée chez IGA et pouf! Elle a gagné une carte cadeau de 1 000 $. Chanceuse, là! Jusqu'au 31 mai, c'est le concours Produits chanceux chez IGA. À l'achat de produits chanceux spécialement identifiés, présentez votre carte Air Miles et comme Julie, vous pourriez être l'un des 25 gagnants de 1 000 $ IGA chaque semaine. Ça en fait de la chance, ça! Détails et règlements à IGA.net. La fête de ton plus grand arrive à grands pas. Tu sais pas quoi lui donner? Tu dois rentrer ton auto au garage, tes comptes ne cessent de s'empiler. Et ça, c'est sans parler de l'hypothèque qui gruge une bonne partie de ta paye. Et malgré tout, toi aussi, tu veux une vie incroyable. Oui, tu le peux. C'est facile et surtout possible grâce à Boutique Attraction. Une nouvelle façon de magasiner qui te fera faire de véritables économies. Avec la Boutique Attraction, tout est à un minimum de 50% de rabais. Qu'une seule adresse pour te faire sourire, boutiqueattraction.com. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM.
FM 94.1. Valérie, on va parler de la situation économique à Port-Cartier et des besoins du côté du quai municipal. Hier, on a reçu un communiqué conjoint de la Chambre de commerce et de développement économique Port-Cartier. C'est donc tout le milieu socio-économique là qui réclame que dans le budget provincial dans une semaine un soutien pour la mise à norme de son quai municipal. Bernard Gauthier est commissaire industriel et directeur général de développement économique Sept-Îles. Michel Gignac est le président du conseil d'administration. Ils sont au commissariat présentement à Port-Cartier. Bonjour, messieurs. Oh, pardon. Oui, bonjour, monsieur Gignac, monsieur Gauthier, vous m'entendez? Oui, sans problème. Bon. Ben, on va commencer peut-être par monsieur Gignac, là. On voit que tout le monde est unanime, hein, à Port-Cartier. Sans doute, la mairesse, quand on s'est rendu faire notre émission en direct il y a quelques jours à peine, là, tenait le même discours. Le quai municipal a besoin d'amour chez vous. Oui, le quai municipal, on a besoin de le mettre conforme aux normes, premièrement. Deuxièmement, on sait aussi, avec le budget qui s'en vient, que le premier ministre, en juillet 2013 avait promis de collaborer à la rénovation du quai pour un coût estimé à 37,5 millions. Oui. On en a parlé quand même récemment avec Jean-Marie Potvin aussi là de Port-Cartier quand on a fait l'événement pour inaugurer le nouveau complexe commercial. Québec a un peu une dette envers la ville de Port-Cartier. On s'attendait que le retour de l'ascenseur se fasse avec le quai municipal. Ferro-Québec à Port-Cartier, on l'a encore sur le cœur, M. Gignac, cet échec-là. Là. Surtout que c'est pas de notre faute, c'est la faute du gouvernement, surtout du ministère de l'Environnement, qui a pas assez vite donné l'autorisation, et depuis ce temps-là, on n'a rien reçu ou presque rien reçu pour aider Port-Cartier, et on en a besoin. Est-ce que vous êtes confiant, M. Gignac, là? Le lobbying a été fait. Laurence Méthode, votre ancienne mairesse, est au bureau du ministre responsable de la Côte-Nord. Vous connaissez un petit peu les rouages politiques. Est-ce qu'on peut s'attendre à une annonce après le budget dans une semaine, d'après vous? Ça doit être pour ça qu'on n'a pas beaucoup de subventions à Port-Cartier. Nous, ce qu'on dit, M. Saint-Pierre, c'est effectivement, on est confiant. C'est le troisième budget qui se passe depuis que le gouvernement libéral est en poste. Donc, on imagine que c'est pas un projet qui est évident pour le politique à décider, mais on aimerait que ça soit cette année, pas l'an prochain, vous comprenez? Oui. Concrètement, M. Gauthier, c'est nécessaire, là, si on veut recruter des nouvelles industries, ça serait déjà utile pour les activités économiques qu'on a actuellement en foresterie et au niveau des mines de fer, j'imagine, quoique ArcelorMittal a son propre quai, là, mais c'est pas un luxe qu'on demande à Port-Cartier au quai municipal, hein? Nous autres, ce qu'on dit, c'est que c'est un outil de développement économique qui est essentiel. Les gens d'Arbec regardent des hypothèses pour envoyer le bois d'œuvre par le fleuve. Et puis, les gens d'Arcelor aussi ont certaines réceptions à la place de l'expédition. C'est de la réception de toutes sortes de marchandises qui pourraient sortir de leur quai actuel pour optimiser le remplissage des minéraliers. Donc, on analyse toutes sortes de situations. Donc, c'est les entreprises existantes actuelles. Donc, c'est pas des tonnes de fer de commissaire industriel, là. C'est des tonnes qui existent, là. Oui. Entre autres aussi, c'est qu'on travaille sur différents dossiers. Là, vous avez nommé notre ancien dossier de Ferro-Québec. On travaille encore sur d'autres dossiers présentement avec les gens d'Investissement Québec. Et ça fait toujours partie de l'équation. Comment je fais pour expédier mon matériel? Comment je fais pour recevoir du matériel d'outre-mer? Donc, c'est un outil de développement, le quai, et je vous dirais que c'est pas une amplitude très, très importante pour le gouvernement du Québec, là. On a fait la phase que M. Gignac a dit, là, c'était 37,5 millions. On nous a demandé d'essayer de le séparer en deux. Ça a été fait, donc on a dit qu'on était capable de le faire sur 3 ans ou sur 5 ans. Mais vous savez, il faut avoir une décision politique maintenant. Mais demain matin, on commencera pas à couler du béton puis dérouler de l'asphalte dessus, là. Ça prend des plans d'ingénieurs, ça prend le savoir-faire des compagnies, les besoins des compagnies, les besoins finaux des compagnies. Donc, on en a toujours pour 1 an ou 2, même après la décision.
Donc, ce qu'on dit, c'est que la fenêtre d'opportunité, c'est maintenant. Bon. Et puis, finalement, est-ce qu'on a besoin, là, on a parlé de 37 millions, ça va se faire sur 5 ans. À court terme, ce qu'on espère du budget la semaine prochaine, c'est quoi, 20 millions? C'est exactement 20 millions. Puis nous, c'est un déclencheur, M. Saint-Pierre. C'est que le fédéral va avoir de l'argent au niveau des infrastructures, mais c'est dans la cour du provincial de prioriser les dossiers sur leur territoire. Ouais. Donc le budget cet après-midi du fédéral, là, on n'a pas de demande, on n'attend rien de ça, là. Ben, le fédéral, c'est à de large. Il y a un programme qui existe. Il faut que le provincial s'engage. Un coup que le provincial est engagé, ben le fédéral va possiblement suivre. On peut rappeler, M. Gauthier, que la ville, à Port-Cartier, a fait sa part. Hein? C'est le quai municipal. On l'avait racheté. C'est l'ancien quai de ITT Rayonier. La ville a déjà tout fait le travail qu'elle avait à faire. Là. Ça sera au tour du gouvernement du Québec de faire la sienne. Entièrement d'accord avec vous, M. Saint-Pierre, surtout que dans ce temps-là, j'étais le banquier de la ville. Fait que effectivement que la ville a financé l'achat de ça, l'a financé, c'est tous les citoyens qui l'ont payé sans subvention de personne. Fait que je pense qu'on est dû, surtout que un de nos utilisateurs qui est Arbec, vous savez qu'en forêt, c'est pas nécessairement évident avec M. Trump qui va nous imposer une taxe sur le bois d'œuvre qui va aller aux États-Unis. Fait que ça aussi, c'est un 500 emplois à Port-Cartier qui peut être en danger si on n'a pas des outils pour transférer le bois peut-être en Europe et diversifier le cheminement pour le bois. La mairesse Violenda a d'ailleurs interpellé hier le premier ministre Justin Trudeau dans le dossier du bois d'œuvre. Elle a un peu profité de la Journée internationale des forêts là pour rappeler les attentes. Elle est membre du comité forêt de l'Union des municipalités du Québec d'ailleurs. C'est une autre préoccupation, ça, le dossier de la forêt. Là. Arbec a un bon projet en chemin là, de biocarburant, mais il faut les appuyer, ces projets-là, finalement. Effectivement, parce que avec la taxe qui s'en vient, il faut s'assurer que la forêt à Port-Cartier et au Québec continue. Et nous autres, au Québec, on a des droits de coupe qui sont pas mal supérieurs aux autres provinces. Il y a même des provinces qui en ont même pas. Fait que puis les États-Unis ils mettent tout le monde, les principales provinces, dans le même panier. Oui. Vous avez sans doute entendu parler à Port-Cartier là, de la création d'un collectif qui nous dit qu'il y a urgence pour le développement économique du côté de cette île, un collectif qui veut agir pour l'avenir de cette île. Là. C'est pas mal la même réalité. Hein? Si on voit des entreprises comme Trinor fermées, là, on nous dit qu'il y a encore une dizaine de PME qui sont menacées du côté de cette île dans le contexte économique actuel. C'est pas mal la même réalité du côté de Port-Cartier. Est-ce qu'on a aussi des entreprises menacées chez vous? On vit ça aussi, là, cette crise, finalement. Bien, vous savez, du jour au lendemain, on ne sait jamais quelle entreprise qui est menacée ou pas. Là, on sait qu'on a des grandes entreprises qui sont menacées dans certains domaines, surtout le bois, mais on ne sait jamais l'avenir et il est très important qu'on puisse avoir un signal du gouvernement qu'on puisse aider Port-Cartier, parce que jusqu'à date, là, je regarde depuis 2014, on n'a rien qui a passé par chez nous, ça a tout passé ailleurs. Ouais. En même temps, M. Gauthier, on parle beaucoup depuis 3 ans avec le maire Régent Porlier à cette île de diversification. On veut des investissements au quai municipal parce qu'il serait essentiel aussi là pour tout projet industriel, donc pour diversifier l'économie de Port-Cartier aussi, hein? Je le soulignais tout à l'heure, c'est clair que nous, quand on a de la visite au niveau international, on fera pas de la chip électronique jusqu'à maintenant. Là. Le Silicon Valley, je regardais un reportage hier dans les médias là, qu'on nous parlait de la photonique. Ben, on est loin de ça. On est encore dans les matières premières. On essaie de faire de la deuxième, de la troisième transformation. Il faut pas juste que ce soit des vœux pieux. Il faut avoir des outils pour faire ça. Et puis, les infrastructures majeures, ben c'est important. On en est encore rendu là. La Côte-Nord, on est toujours en retard au niveau des demandes. Vous savez, l'industriel, il y a une fenêtre d'opportunité. Ça dure 1 année, 2 ans. Puis nous, on a goûté à cette médecine-là. Là. Il faut pas perdre de temps.
les administrations publiques, autant les boîtes comme les nôtres, que les municipalités, que le gouvernement du Québec, on est tout le temps déphasé 2-3 années dans notre intervention. Et ça va être un défi pour nous de livrer la marchandise en même temps que les grandes entreprises. Là, je vous parle du quai, mais je peux aussi faire du coq à l'âne puis tomber dans le gaz naturel. Le gaz naturel avec nos grandes entreprises, puis le défi de diminuer les GES au niveau canadien et mondial, ben ça va être un enjeu important pour l'avenir de la Côte-Nord. Ouais. La Chambre de commerce est derrière vous pour les demandes au quai municipal. S'il y a rien dans le budget, s'il y a rien qui se fait en 2017, est-ce que il y aura un collectif qui va être formé aussi du côté de Port-Cartier, où on pourrait peut-être élargir celui de Sept-Îles? On va allumer une lumière rouge d'urgence aussi là à Port-Cartier s'il n'y a pas d'annonce après le budget la semaine prochaine, j'imagine. On va commencer par être optimiste. Notre communiqué est un communiqué d'optimisme. On croit au gouvernement et on croit aussi que depuis 2013-2014, que le premier ministre l'a promis. Donc, après 3-4 ans, il devrait commencer à se rappeler de ses promesses qu'il a faites. Moi, je suis optimiste pour le 28 et après le 28, on verra, M. Saint-Pierre. Si on n'a pas la bonne réponse, on pourra se reparler. Mais la Chambre de commerce est derrière le communiqué. C'est parce que tous les gens d'affaires, tout le milieu est mobilisé là dans un dossier comme ça. C'est vraiment la priorité économique à court terme à Port-Cartier. Exactement. Eh bien, M. Michel Gignac, président du conseil d'administration, Bernard Gauthier, directeur général et commissaire industriel de développement économique Port-Cartier. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous en direct, à part ça, là, à l'émission Côte-Nord Attitude. Ça fait plaisir. Merci à vous. Au revoir. Dans quelques instants, on reçoit 2 jeunes du Parlement étudiant de l'école Gamache à Sept-Îles, de même que la directrice Joanne Moreau. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Les nouveautés sont arrivées chez Olivier d'Occasion. Profitez du plus grand inventaire de voitures d'occasion dans la région et du meilleur prix à l'achat ou à l'échange de votre véhicule actuel. Voyez notre inventaire au www.olivieroccasionseptile.com et obtenez un rabais instantané. Venez nous rencontrer au 106 Maltais. Votre radio sera sur place dès 14h30. Olivier d'Occasion, ouvert ce soir jusqu'à 20h. Financement disponible sur place. Urgent besoin d'un cuisinier. Le restaurant L'Oriental du Nord est à la recherche d'un cuisinier avec expérience dans les mets canadiens. Pour plus d'informations, contactez Madame Josée Larouche au 88 968 60 80 ou présentez-vous directement au restaurant L'Oriental du Nord situé au 1006 Boulevard L'Or. Vous écoutez Côte-Nord Attitude en direct du studio Sept-Îles Embellissement Nutri de Côte-Nord. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. On est une belle gang en studio, Valérie. Ben on a oui, 2 élèves du Parlement étudiant qui sont avec nous. On va parler du défi 100 000 qu'on a relevé avec brio au cours de l'hiver, en plein hiver. À part ça, on aurait pu attendre au printemps qu'il fasse plus beau, mais non, on a fait ça en plein hiver. Alors avec nous, c'est Sarah Godin. Qui est Sarah Godin, là, dans les deux? Chana Godin, excuse-moi, Chana. Alors, Chana Godin est avec nous, de même que Émilie Turner. Bonjour. Et la directrice de l'école Gamache, l'école primaire de Sept-Îles, Joanne Moreau, bonjour. Bonjour. Peut-être, Joanne, d'abord rappeler là, le défi 100 000. C'est une idée qu'on a empruntée à l'Abitibi, si j'ai bien compris. Effectivement, c'est un défi qui a lieu depuis 3 ans. Les gens se demandaient comment être motivés à faire de l'activité physique là, tout au long de l'hiver. Parce que c'est plus difficile, il y a du froid, puis c'est moins motivant. Donc, on a copié cette idée-là et c'est une initiative de Madame Nadine Boudreau, qui est la secrétaire de l'école, qui aime nous faire bouger, nous lancer des défis. Ça a été très agréable. On a réussi à accumuler 53 774,14 kilomètres. Comme si on aurait fait le tour du monde, ça. Oui, mais en fait, c'est une fois et quart le tour du monde. Les enfants du Parlement, justement, nous ont aidés là, à comptabiliser ça à chaque semaine.
pour qu'on puisse faire un thermomètre qui nous guidait là, dans le nombre de kilomètres qu'on avait. Est-ce que vous voyez une différence dans la motivation des élèves quand il y a des activités comme ça qui se déroulent à l'école? Ah, c'est clair, au niveau de la motivation, mais au niveau aussi là de leur concentration, de leur énergie à la tâche aussi, là, tout transparaît quand on fait bouger les enfants beaucoup plus. Shanna, tu vas nous expliquer là, comment qu'on a accueilli ça au Parlement étudiant. Là, ça s'est passé comment? C'est la directrice qui est venue vous voir, qui vous a réunis, puis qui a dit « Hey, on aimerait ça faire le défi 100 000 ». C'est de même ça s'est passé? Ben non, pas vraiment, parce qu'on cherchait une activité à faire pendant l'hiver. Puis là, on avait mis des propositions. Puis là, Madame Joanne a proposé de faire le défi 100 000. On en a parlé de l'implication qu'on devait faire pour réussir à faire ce défi-là. Puis au final, on a décidé de le faire. Là. Ouais. Est-ce que tu as trouvé ça compliqué d'organiser ça? C'était quand même gros. Il y a 425 personnes dans ton école. Là, il fallait faire bouger tout ce monde-là pendant 30 minutes, pendant 100 jours. Ouais, mais c'était quand même facile de propager le défi 100 000 dans l'école parce qu'on est 12 membres au Parlement. Puis on avait chacun 2 classes. On était chacun responsable de 2 classes. Ça fait qu'à chaque vendredi, on allait ramasser les feuilles de ces 2 classes-là. Puis, puis on devait aller faire aller leur en parler aussi au début, là. Toi, t'es à quel niveau? T'es en 4e année, 5e année? 5e année. 5e année. Ça fait que t'avais les 2 classes de 5e année de ton école à informer, c'est ça? Non, parce que il y a un membre de parlement pour chaque classe de la 3e année à la 6e année. Puis de la maternelle jusqu'à la 2e, il n'y a pas de président de classe. Ça fait qu'on s'occupait du premier cycle. Bon, puis Shanna va laisser le micro à Émilie Turner. Pour toi, comment ça s'est passé? T'es en 3e année, Émilie? Non, en 4e année. En 4e année. Puis toi, oui. T'es allé dans des classes, dans ta classe à toi, puis dans une autre classe, leur dire, ouais. On va relever le défi 100 000, nous autres, ouais. Ouais. Ouais? Ouais. Moi, j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment le fun, le défi 100 000. Je voyais tout le monde qui s'impliquait à faire 100 jours d'exercice physique. Vraiment, tout le monde s'est impliqué à faire ça. Pour vrai, tout le monde. Là, il doit y en avoir quelques-uns que ça lui tentait moins, qui ont été plus difficiles à motiver. Ouais, mais il y avait les élèves, les enseignants, même le service de garde. Ils faisaient du sport pour nous aider. Puis, moi, j'aimerais vraiment qu'on en recommence l'année prochaine. Là. J'aimerais voir si on battrait notre record. Là. Ah oui, dépasser 53 000 kilomètres, c'est ça? Ça va être difficile. Mais là, il y a eu beaucoup de neige cette année. Il y a eu beaucoup de tempêtes aussi. Fallait marcher à l'extérieur. Vous aviez le droit de faire du sport à l'intérieur aussi. Est-ce que vous en avez profité pendant ces journées-là? Ben ouais, mais il y avait aussi les sports que tu faisais, comme admettons le karaté, la gymnastique, la piscine, le judo. Ben ça comptait si tu faisais une demi-heure d'exercice. Puis si admettons tu faisais du ski de fond, de la raquette, juste de la marche, fallait que tu fasses 1,6 km pour faire un point de plus pour l'école au complet. Est-ce que ça vous a donné le goût là de poursuivre ce défi-là? Parce que là, c'était organisé pour 100 jours, mais est-ce que vous allez continuer après ça toute l'année à marcher puis à faire de l'exercice? Sûrement, c'est sûr qu'il y en a qui vont ils vont rester là puis ils vont bouger un peu moins parce que on n'a pas vraiment de défi à faire. Mais c'est sûr que moi, je vais essayer de continuer. Je vais essayer de continuer à faire du sport. Comme si c'était le défi 100 000. Ah oui? Ouais. Tu dis qu'il y en a plein dans ton école aussi qui vont garder ça comme une bonne habitude, hein, de faire du sport à tous les jours. On vous le dit souvent, c'est important. Ouais. Est-ce que tu as trouvé que tu avais plus d'énergie, peut-être, en faisant du sport tous les jours comme ça? Ouais, c'était plus calme dans la classe parce qu'on bougeait. Des fois, c'était plus le soir qu'on le faisait, les activités. Mais sinon, c'était plus calme dans la classe parce qu'on bougeait. C'était le fun. Là. Moi, j'aimais ça, faire du sport. Souvent, je le faisais avec mes amis. Fait que ça faisait un cube de plus pour eux aussi. Puis, je le faisais souvent avec ma famille aussi, là. Shanna, est-ce que tu as l'impression, toi, que c'était aussi facile pour les petits bouts, là, les plus jeunes de ton école, les maternelles, les premières, les 2e années, ça prenait peut-être plus d'encadrement des adultes, là, des professeurs pour eux autres, hein? C'est sûr qu'eux autres, c'était plus dur à motiver à cause qu'ils comprenaient pas vraiment c'était quoi le but de faire ça.
Mais après quelques semaines, ils s'avaient habitué, puis ils avaient vraiment compris le principe. Je suis sûr que les jeunes de ton âge, il y en a plusieurs qui ont appris qu'est-ce que c'était un mille, hein? C'est comme une ancienne mesure qui équivaut à 1,6 km. Tu savais peut-être pas ça avant, finalement, hein? Ouais, t'avais déjà entendu parler de ça, un mille? J'en avais déjà entendu parler, mais beaucoup de monde dans la classe, quand je suis venue pour leur expliquer ça, je leur ai dit on va faire 1000 par jour pendant 100 jours, ils m'ont tous posé la question c'était quoi 1000? C'est ça, pas tout le monde qui savait ça. Ouais. Déjà, il y a des apprentissages en plus à travers ça. Joanne Moreau, ça fait quand même longtemps là qu'on en parle dans nos commissions scolaires, dans nos écoles, les saines habitudes de vie, faire bouger les jeunes 30 minutes, peut-être choisir des aliments plus sains aussi pour les collations, les repas. Est-ce que tu as l'impression que le message passe auprès des jeunes? De plus en plus, oui. C'est de plus en plus facile aussi de les faire bouger puis de les motiver à bien faire les activités. Je vous dirais qu'on n'a pas eu de difficulté là quand on a fait le lancement le 1er décembre dernier pour la marche. On s'attendait à ce que les jeunes soient un petit peu désorganisés. C'était la première fois, tout ça. Ça s'est super bien déroulé. Encore vendredi dernier pour la finale, quand on a remis les médailles, tout ça, ça s'est fait de façon là vraiment harmonieuse et tout le monde a bien collaboré. On n'a pas de discipline à faire dans ce temps-là. Tout à l'heure, vous parliez des grands froids. Pendant les grands froids, c'est certain qu'on pouvait pas aller dehors, sauf qu'on a improvisé dans le gymnase puis dans l'école des marches, un workout géant à 2 reprises avec des activités. C'était vraiment agréable. Puis pratico-pratique, on avait fait des genres de coloriage là, chacun pouvait colorier un soulier quoi, c'est un petit peu comme ça qu'on a fonctionné, on a pris le modèle de l'Abitibi. Oui, c'est ça nous avait été proposé puis comme on était un petit peu à la dernière minute là pour l'organisation de tout ça, on s'est collé avec leur organisation, mais c'est certain que déjà pour l'an prochain, on a des belles idées puis on veut changer la formule aussi. Cette année, on a beaucoup impliqué les enfants de la garderie scolaire sur l'heure du midi, mais l'an prochain, on aimerait que ce soit vraiment toute l'école de façon régulière là qui soit impliquée au maximum. Mais vous voyez, Shanna puis Émilie, là, la directrice a compris le message, elle est déjà en train de parler du prochain défi l'an prochain. C'est le fun, vous êtes en 4e, 5e, vous allez être encore là pour l'appuyer peut-être. J'imagine, Joanne, un parlement étudiant dans une école, c'est précieux hein, quand on décide de lancer un défi à toutes les classes et même au personnel comme ça, là. En fait, c'est une équipe qui est essentielle dans une école. Si on n'avait pas les amis du Parlement, il y a plein d'activités qui pourraient pas avoir lieu parce que moi, je suis une directrice, j'ai un travail de directrice à faire, puis j'aurais pas le temps là, de tout coordonner, tout planifier, organiser ces choses-là. Puis eux, c'est mes bras droits, je leur dis, qui sont vraiment importants. Et je les encourage à persévérer puis à continuer là à être dans le Parlement l'année prochaine aussi. Émilie, explique-moi, qu'est-ce que ça fait là, à part organiser un défi 100 000 comme ça? Qu'est-ce que vous avez fait cette année au Parlement étudiant? Toi, ça veut-tu dire que tu es la présidente de ta classe pour être au Parlement, quoi? Ouais, on a eu des votes. Il fallait élire un président, puis j'ai été élue. Mais sinon, dans le Parlement, on fait plein d'activités. On est en ce moment en train de faire une pièce de théâtre. Ah oui, vous êtes en train de monter une pièce de théâtre. Ouais. Les jeunes du Parlement vont être les acteurs, les comédiens? Oui. OK. On est en train de mettre un projet de loi en place. On fait des activités. On est en train d'installer des activités pour les jeunes, pour... Hey, c'est un vrai Parlement. On est en train de voter un projet de loi. C'est sur quoi, votre projet de loi? Il a déjà voté le projet de loi. Ah oui, on a voté un projet de loi. Oui. Sur quel sujet? Ça gère quoi? Des règles à l'intérieur de l'école, quoi? Le projet de loi, nous, c'est le défi 100 000. On va le présenter. OK, c'était le projet de loi sur le défi 100 000. Oui. On a le projet aussi sur le projet de lecture. Le club de lecture à l'école. Le club de lecture qu'on va installer. C'était un peu... on invitait des aînés, des plus âgés, à venir lire des livres à l'école avec leurs enfants, ceux qui sont à l'école, ou juste aider à lire des plus jeunes. OK, comme des grands-mamans puis des grands-papas qui sont venus faire un tour à l'école pour lire des livres avec vous autres. Oui.
Ben, c'est super, ça. Dis-moi, Shanna, comment tu as trouvé ça? Il a fallu que tu te fasses élire par ta classe pour devenir la représentante de la 5e année là au Parlement étudiant. Est-ce que tu as fait une campagne électorale? Tu as fait de la politique, finalement? Ben, c'est sûr que ça a marché différent dans chacune des classes pour savoir c'était qui le président. Mais moi, dans ma classe, toutes les personnes qui voulaient se présenter, ben, ils devaient organiser un discours. Puis le présenter devant toute la classe. On pouvait soit rien apporter, faire un PowerPoint, apporter une pancarte. Puis c'est comme ça qu'après ça, la classe votait. Puis c'est la personne qui avait le plus de votes qui devenait le président de classe. Ah ben, je sais pas si tous les parlements étudiants sont articulés comme ça, mais on en a des bonnes en Moses à l'école Gamache. Hein? Vraiment, bravo les filles. Un gros merci d'être venues nous voir à Côte-Nord Attitude. En terminant, Joanne, il n'y a pas juste des filles, hein, sur ton parlement étudiant. Les gars s'impliquent aussi. Ouais, ça donne comme ça qu'on a juste une gang de filles aujourd'hui. Ben, en fait, l'année dernière, il y avait que des filles au Parlement étudiant, mais cette année, on a 4 garçons. On est vraiment contents. Puis c'est 12 personnes qui jouent un rôle diversifié, si je comprends bien, hein? Les loisirs dans l'école, mais aussi un lien avec la direction. Un lien avec la direction, avec les autres classes, les tout-petits aussi, pour faire bouger. Donc. Eh bien, Joanne Moreau, directrice, Shanna Godin et Émilie Turner du Parlement étudiant de l'école Gamache. Un gros merci pour votre présence à Côte-Nord Attitude ce midi. Merci à vous. Attitude. Quand on parle de bonne affaire, on parle de la liquidation. Grande sélection d'ensembles de chambres, de matelas de toutes les grandeurs, de bases de lit, d'ensembles de cuisine et de salon. Les meilleurs prix de la région, c'est ici qu'on les retrouve garantis. La liquidation du 460 Place du Commerce. La production Traiteur Bistrot vous offre la gastronomie abordable à emporter selon vos besoins. Avec la boîte à lunch, un bon repas sans avoir à se déplacer pour vos convives et collègues. Peu importe l'événement, nous avons le menu approprié, livré à l'endroit de votre choix. Avec le cocktail dînatoire, la formule parfaite et décontractée pour vos 5 à 7 anniversaires et événements de toutes sortes, question de bien manger sans passer des heures à table. Événements, réunions, réceptions. La production Traiteur Bistrot a le service qu'il vous faut. Pour plus d'informations, visitez laproduction.ca 960-0960. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Quoi de mieux pour terminer la journée que de se détendre avec les meilleures balades? Tu chasses les anges qui passent, c'est la peur du silence. Ça taille à se connaître et le chemin. Ne m'oublie pas quand il te serre dans ses bras. C'est un rendez-vous du lundi au jeudi de 19h à 21h dans les 12 soirées Pure FM. Pure FM. 94.1. Hey, je viens de découvrir un site où tu peux profiter d'aubaines incroyables. La boutique attraction? Ben oui, je sais. Moi aussi, je la connais. Il y a tout. Des forfaits golf, restaurant, détente, spectacle, pêche. Il y a de tout. Ben là, c'est la boutique attraction. C'est sûr que c'est... Des forfaits pour les gars, les filles, tes parents. Tu vas même trouver quelque chose pour ta belle-mère. Je sais, c'est la boutique attraction. C'est facile. Boutiqueattraction.com. Tout est là. Ils ont-tu quelque chose pour les durs d'oreilles? Quoi? Bonne idée. Tu devrais aller voir. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Valérie, on reçoit maintenant le nouveau président du réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec. On va parler de la force d'un réseau. Oui, c'est important quand on est en région. C'est vrai que c'est important, la force d'un réseau en région. Probablement beaucoup aussi quand on fait venir des spectacles en région. C'est le cas, hein, Stéphane Dubé. Ben, tout d'abord, bon midi. Bon midi à vous. Donc, oui, un réseau comme le Rosec. Oui, c'est indispensable et de plus en plus indispensable parce qu'on fait présentement face à des mutations importantes, qu'elles soient sociétales, c'est-à-dire il y a un changement dans la consommation de la culture. Il y a avec le numérique, si vous voulez, on est confronté à les jeunes sont de moins en moins dans nos salles, ils ont un accès plus direct au spectacle, donc il y a vraiment des défis importants qui sont à relever. C'est sûr que l'organisation des tournées, le Rosec, est principalement reconnu pour ça, mais c'est avant tout un réseau qui donne à ses membres des outils
qui se confronte, qui se questionne, qui va de l'avant, qui est à l'avant-plan, si vous voulez, de ces mutations-là qui s'en viennent. Donc, il est de plus en plus important le réseau pour nous, sur le territoire et pour l'ensemble du Québec. Donc, ce week-end, c'était les rencontres du Rosec. Justement, ça se passait du côté de Rivière-du-Loup. Vous avez eu votre assemblée générale annuelle et tu as été reconduit 4e mandat sur le CA. Oui. En plus, élu président. Ben oui, écoutez, c'est une marque j'allais dire d'affection. C'est une marque de confiance, de considération de la part de mes collègues. Effectivement, on arrive de là et on a eu justement pour le tournant numérique, le gouvernement du Québec a mis en place une stratégie numérique. Qui est en 100 points et je pense qu'on attend le budget provincial et on attend surtout la nouvelle politique culturelle. On a dû se rendre à Rivière-du-Loup une journée à l'avance parce que le territoire étant ce qu'il est et la tempête nous suivait derrière, les routes se fermaient derrière nous au fur et à mesure qu'on avançait. Donc, comme on est dispersé entre Fermont, les îles de la Madeleine, Pont-Rouge, c'est un territoire qui est vaste. C'est 3 fois la France, juste ce territoire-là. Et donc, la nécessité de se rencontrer, de dialoguer. On a eu des ateliers justement sur le numérique. On avait différents points qu'on voulait traiter en importance qui concernent le réseau, qui concernent les enjeux des diffuseurs, parce que on se rend compte que partout sur le territoire, on a les mêmes difficultés économiques. Et nous sommes tributaires d'une économie, qu'elle soit locale, régionale ou nationale, qui a maille à partir. Présentement, on le sent, on voit des usines qui se ferment et nous, entre 60 et 70% de nos revenus sont autonomes et sont reliés à la vente de billets. Donc, problème majeur si les gens qui achètent n'achètent plus et si les compagnies qui nous soutenaient n'existent même plus. Donc, c'est des enjeux importants qu'on doit relever et j'espère pouvoir, pour les 2 ans qui me restent à passer à ce CA-là, parce qu'on doit quitter après 6 ans. On peut revenir après 1 an, là. Mais j'espère bien conduire à bien l'équipe du CA et l'ensemble des membres vers un outillage qui va permettre d'encore mieux faire notre travail. Donc ça, c'est des enjeux, des problématiques qui sont amenées au Rosec, mais est-ce que c'est des problématiques que vous voyez peut-être à la grandeur du Québec? C'est national. Oui, hein? Oui, c'est national. Lors de du regroupement national qu'on a, qui est à Rideau au mois de février à toutes les années, ces enjeux-là sont discutés et on voit à la fois, parce que la passation du ministère de la Culture du Québec au Conseil des arts et lettres du Québec s'est fait depuis 2 ans. C'est une transition qui se fait depuis 2 ans. Donc, un nouveau programme, une nouvelle approche. On ne sait pas du tout quels sous vont être attribués aux diffuseurs. Donc, pour nous, il y a une espèce d'insécurité et de précarité quant à qu'est-ce qui va nous être alloué comme argent pour pouvoir fonctionner. Donc, c'est vraiment des préoccupations globales. On ne sait pas vers où va aller la nouvelle politique culturelle du Québec qui devrait, en principe, en avril, voir le jour. Donc, vers où les instances politiques actuelles, les décideurs, veulent amener la culture. C'est sûr que nous, on a une préoccupation qui est quand même importante, qui est celle du numérique. Pas le numérique dans l'utilisation des outils, mais le numérique dans... Il y a même un projet présentement sur lequel on a mis le HOLA à la rencontre du Rosec, qui était une diffusion par une captation d'un artiste en salle à Montréal, diffusée via le numérique sur nos écrans. Donc, pour nous, c'est hors de question que les arts vivants soient remplacés par des hologrammes ou des projections. On va écouter à la TV, là. Ouais, donc, on n'aura pas l'ambiance non plus. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout la même chose. Quelqu'un qui gratte de la guitare avec un pic, là. Mais on sent qu'il y a énormément d'argent qui a été injecté dans cette vision-là du numérique. Et c'est une bataille qu'il va falloir livrer ensemble. On te réinvitera là-dessus, ça va être sûrement très intéressant. Mais pour revenir sur le réseau, il y a quand même une réalité particulière dans l'Est du Québec. Là, moi, je me suis déjà occupé du comité de spectacle à Havre-Saint-Pierre. Il y a quand même des villes plus grandes avec des plus grosses salles, puis des villes plus petites. On est quand même capable, avec le réseau d'été, les grandes salles ont leur rencontre à part, j'imagine, là-dessus. Les 2 réalités à l'intérieur d'un même réseau, ça se passe bien? Oui, c'est sûr qu'il y a une disparité à la fois de moyens
une disparité de réalité entre les différents diffuseurs. C'est sûr qu'il y a des salles qui peuvent contenir 130 personnes et dont la vocation est principalement l'été. Par contre, c'est comme une famille. Dans une famille, il y a des disparités tant au niveau de la taille, la grandeur, la façon de voir, la vision, qu'est-ce qu'on veut, mais ça ne demeure pas moins qu'une famille. Et à l'intérieur de ça, on essaie de trouver des solutions communes à des problèmes communs. Et même, il y a énormément d'entraide entre les diffuseurs majeurs, si tu veux, et les diffuseurs qui peuvent avoir peut-être un peu plus de difficultés. Il y a une entraide réelle. On travaille à faire, par exemple, descendre des cachets au niveau des producteurs, pour que les petites salles puissent aussi avoir accès à ces programmations-là. C'est sans doute un bon exemple dans cette rivière, hein, Port-Cartier, cette île, on s'entend à merveille, les deux salles. Complètement. Oui, tout à fait. Des saisons complémentaires. Les programmations sont complémentaires. Oui, sont complémentaires. Puis, quand il y a un show qui va remplir à cette île, pas de problème à l'avoir à Port-Cartier non plus. Oui, et ces programmations-là sont faites vraiment en collégialité, c'est-à-dire que prendre le téléphone ou que Yves, on se parle régulièrement, Port-Cartier et nous, par rapport à la programmation, quand est-ce qu'on le fait, nos intérêts, comment on peut faire en sorte que ces spectacles-là atteignent le plus de monde possible. Nos enjeux, c'est de diffuser les arts vivants, la culture dans nos salles et qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'y intéressent. On a aussi à ça à coller des activités de médiation, des activités de développement qui font en sorte que le public est de plus en plus sensible. Et lorsqu'on comprend quelque chose, on est peut-être plus intéressé à vouloir en consommer davantage. J'aime pas le mot consommation, mais il n'en demeure pas moins que c'est ça. Donc, on souhaite globalement en arriver à des stratégies à la fois de communication et de partage d'informations qui vont faire en sorte que la population va être gagnante. Tout augmente, hein? Les coûts de production augmentent, les producteurs, on voit ce qui se passe en musique présentement avec ce qui est sorti dans ce qui est sorti hier dans les médias. Les producteurs ont été coupés au niveau de leurs moyens. Veut pas, ces coupures-là se transmettent inévitablement, une partie, en tout cas au niveau des diffuseurs, qui ne peuvent pas augmenter de façon extrême le coût des billets. Donc, il faut trouver des moyens autres pour pouvoir faire en sorte que le soutien financier aux arts de la scène soit maintenu et on le souhaite aussi améliorer et augmenter. En terminant, vous avez eu 13 vitrines de spectacles pendant les rencontres en fin de semaine. Est-ce que vous avez eu des coups de cœur? Oui, c'est sûr qu'à l'intérieur de ça, il y a toujours il y a Alexandra Ribera, qui est une jeune femme qui vit à Londres et qui a une carrière canadienne qui est un beau coup de cœur, qui est un coup de cœur qu'on avait eu aussi à Rideau. Donc dépendamment des diffuseurs et qui nous sommes comme individus, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de coups de cœur, mais vous allez en entendre parler plus rapidement. Je veux rien on a livrer. signé des contrats, quoi? Non, c'est pas des contrats. Non, c'est pas là que ça se passe. Présentement, on est là, on a une semaine pour faire nos choix, nos présélections pour les spectacles d'été. Après ça, on a une semaine pour faire nos choix finaux en fonction de l'organisation des tournées. Donc, on est dans les 3 prochaines semaines dans l'organisation et la structuration des tournées des spectacles qui vont avoir lieu cet été. OK. Donc, on n'aura pas de scoop. Vous allez en avoir bientôt. Je reviendrai. De toute façon, on va le réinviter après le budget la semaine prochaine, puis la nouvelle politique culturelle. Ça va être vraiment intéressant de voir comment s'en sort l'industrie du spectacle. Là, on sait que toute la culture, les médias aussi, hein, c'est un monde tellement en transformation avec le numérique. Complètement. Mais moi, je pensais que les spectacles allaient s'en sortir mieux que le disque, entre autres, là, l'écoute. Parce que, écoute, l'ambiance d'un show, on va regarder ça tout le temps. On va aller encore en voir des spectacles. Oui, mais quand ta population a moins de moyens pour aller en voir, c'est un énorme ça, c'est la réalité. Ben, on s'en reparlera. Stéphane Dubé, un gros merci pour ta présence à Côte-Nord Attitude aujourd'hui. Je rappelle que tu es maintenant président du ROSEC, le réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec. Je veux juste inviter vraiment la population le 1er avril à ne pas manquer Circopolis du Cirque Éloise, un magnifique spectacle de cirque. On vous attend en grand nombre. C'est le nombre qui fait qu'on va pouvoir faire revenir des spectacles comme ça dans les années prochaines. Puis on est gâtés d'avoir ça en région, ce genre d'événement-là. Dans quelques instants, avec Rossel Tremblay à la chronique économique, on parle du projet Ménarneau. Côte-Nord. Attitude.
Avec la liquidation autorisée du fabricant de Hyundai, c'est le bon moment de changer. Pour un temps limité, il y a des rabais exceptionnels. Mais ça part vite. Des rabais comme quoi? Obtenez jusqu'à 5 000 $ d'ajustement de prix sur les modèles sélectionnés comme l'Accent L 5 portes manuel à 10 995 $. Passez chez votre concessionnaire Sept-Îles Hyundai. La chronique économique vous est présentée par Développement économique Sept-Îles. C'est notre chronique économique avec Développement économique Sept-Îles. Russell Tremblay, bonjour. Allô, Jean. On va parler beaucoup de notre projet de mine d'apatite avec Mine Arnaud. Tu es allé récemment, là, c'était du côté de la Floride. L'événement quand même international Phosphate 2017. C'était vraiment l'endroit à être présent là, pour le projet Mine Arnaud. Ben oui, en fait, l'objectif on s'était doté, c'était de dire, bon, ben, si Mine Arnaud décolle dans les prochaines semaines, prochains mois, parce que c'est un petit peu ça l'objectif qu'ils ont là, chez les gens de Mine Arnaud, avec les discussions qu'ils ont avec les investisseurs. Bon, ben, est-ce qu'on peut être proactif de voir c'est quoi une mine d'apatite, savoir aussi, pour faire une première transformation d'apatite, là, c'est quoi les qualifications, c'est quoi les démarches, c'est quoi la réalité de cette industrie-là, parce que, bon, honnêtement, on peut regarder sur Internet, mais ça reste quand même que c'est de l'information de deuxième ligne, et Mine Arnaud, eux, ont leur propre projet, Investissement Québec, ils font de la recherche d'investisseurs, on a reçu de l'information d'eux autres, mais c'est toujours, on n'a pas de l'information complète. Donc, on s'était dit, on va prendre le tour par les comptes, puis on va aller dans les événements où on peut vraiment suivre les tendances mondiales, bien comprendre cette industrie-là. Donc, nous, on avait ciblé l'événement qui s'est passé en Floride là, la semaine passée. C'est un événement sur 3 jours. Il y avait des conférences de haut niveau, comme habituellement de ce genre d'événement-là. Il y avait également aussi une visite d'une entreprise là-bas. Et on a pu aller visiter carrément là en Floride. C'est vraiment l'endroit où c'est le centre névralgique là, de toute la production de phosphore aux États-Unis. Un endroit qui s'appelle la Bone Valley. Donc, c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de mines de roches phosphatiques. Et on a visité un projet pilote d'une usine. Ce qu'ils veulent faire, c'est un petit peu ironique, là, ils veulent faire de la boulette d'apatite. Donc, c'est un petit peu intéressant. C'est à peu près le même procédé là, que nos usines de bouletage qu'on a sur la Côte-Nord. Et eux, ils démontrent que c'est beaucoup plus efficace au niveau de la logistique et pour toute la production d'engrais par la suite. Donc, c'est intéressant. Quand on a fait notre mission, on a ouvert ça à un groupe restreint d'entreprises de la région pour nous accompagner parce qu'en même temps, c'est bien beau là, qu'on puisse avoir de meilleures connaissances au niveau de l'industrie du phosphate, mais néanmoins, ceux qui vont faire de la business avec Mine Arnaud, c'est les gens d'affaires. Donc, on avait ouvert à certaines personnalités de la région de nous suivre avec nous pour aller voir là, ce qui se passe là-bas. Et également aussi, nous, notre travail, une fois qu'on est allé chercher l'information, comment qu'on peut, après ça, là, outiller nos PME à être proactifs, être capable de se préparer là, à une venue éventuelle de Mine Arnaud dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, on voit vraiment que là-bas, là, il y avait à peu près 500 personnes dans l'événement, beaucoup d'entreprises qui montraient leur service, leur façon de faire avec l'industrie des roches phosphatiques. On a pu constater que c'est un marché là, qui est quand même assez difficile dans les prochaines années, là, le marché des roches phosphatiques. C'est un marché qui a quand même une bonne offre mondiale. Il y a également aussi, le projet de Mine Arnaud se distingue. OK, parce qu'il y a plusieurs projets dans le monde actuellement là, qui veulent se mettre en place là, au niveau là, d'une nouvelle mine d'apatite ou de roches phosphatiques. Et le projet de Mine Arnaud, avec sa concentration à 40%, c'est totalement hors norme. Les autres projets, ça se situe plus autour entre 15 à 25% de concentration. Donc, le projet Mine Arnaud a vraiment une plus-value qui est assez incroyable. Et la plupart des autres projets qui veulent se mettre en place sur l'échiquier mondial sont souvent situés dans des endroits qui sont difficiles d'accès. Donc, oui, le coût de projet peut être moins élevé que de construire au Québec. Habituellement, ici, c'est toujours un peu plus élevé là, qu'ailleurs dans le monde, dans d'autres endroits où la réglementation environnementale est beaucoup moins restrictive, que les conditions salariales sont beaucoup moins élevées également. Mais ils sont souvent perdus en plein milieu d'un endroit qui est éloigné des côtes. Donc, il faut construire des voies ferrées, il faut construire des ports pour être capable d'acheminer le phosphate qui vont extraire de ces mines-là. Donc, nous, on se distingue vraiment avec le projet Mine Arnaud qui est situé carrément à côté là, du port de Sept-Îles. Donc, ça fait vraiment une dynamique qui est totalement différente au niveau logistique. Donc, ça fait en sorte que le projet Mine Arnaud a vraiment des atouts là, qui se distinguent vraiment là, sur l'échiquier mondial. Donc, on a un bon projet. D'ailleurs, on
on recevait la nouvelle porte-parole de Mines Arnaud la semaine dernière à notre émission, Émilie Paquette, qui est en fait l'équipe de Mines Arnaud est revenue emballée de l'événement en Floride la semaine dernière. Là, on est très positif, optimiste même pour peut-être éventuellement une annonce. Là, on vise vraiment 2017. Peut-être nous rappeler, là, on parle de phosphate. C'était l'événement Phosphate International 2017, une conférence avec des exposants, tout ça. Vraiment les bons joueurs, là, les bonnes personnes à rencontrer. Il était sans doute pour les gens de Mines Arnaud et de développement économique Sept-Îles. Et là, tu nous parles de transformation. Dans le fond, ici, on parle d'apatite, phosphate. C'est un petit peu la même chose. Est-ce que c'est pensable avec Mines Arnaud, en plus de la mine, là, d'aller jusqu'à la transformation? Ben, en fait, oui. On travaille déjà avec des promoteurs qui voient là, qu'on va avoir une mine d'apatite et ils voient l'intérêt de, surtout en avant-projet, qu'on peut peut-être sécuriser des dizaines de milliers de tonnes là, pour la transformation. Donc, on a déjà des promoteurs qui sont venus nous questionner à développement économique Sept-Îles, savoir, OK, est-ce qu'on pourrait regarder avoir une certaine réservation d'une production pour faire la transformation, puis comment qu'on peut se mettre ça en place. Donc, c'est sûr qu'on travaille avec ces gens-là. Et, ça, c'est le nerf de la guerre pour l'instant, là. C'est de trouver des acheteurs et un opérateur. Ben, en fait, pour Mines Arnaud, c'est carrément trouver un investisseur opérateur, parce que, Yara, eux veulent acheter la production. Investissement Québec, c'est pas le rôle Investissement Québec de mener des mines, là, en termes d'actionnaires majoritaires. C'est toujours des actionnaires minoritaires, habituellement, dans les projets miniers. Donc, c'est de trouver un opérateur. Et un constat qu'on a fait, qu'on était là-bas, pendant longtemps, le projet de Mines Arnaud, c'est le projet de Yara. Donc, les gens au niveau mondial ne connaissent pas le projet de Mines Arnaud. Ils connaissent beaucoup plus le projet d'Ariane Phosphate qui fait beaucoup de bruit à l'échelle internationale, mais le projet de Mines Arnaud est très peu connu. Donc, nous, quand on s'est promené là-bas, on parlait avec la plupart des gens, puis on leur expliquait c'était quoi le projet de Mines Arnaud, puis ils ne le connaissaient pas. Puis, ça nous a plutôt surpris parce que quand on disait, on a de l'apatite qui va être concentrée à 40%, ils disent c'est impossible. Comment ça? Ben, ça se fait plus des gisements de cette ampleur-là. Alors, c'est parce que le projet de Mines Arnaud, il y a 40%, puis on l'explique un petit peu comment il est fait le gisement. Donc, c'est là qu'on voyait que, on parlait avec des futurs acheteurs potentiels d'apatite, et là, ils voyaient que, en plus, il y a pas de contaminants dans votre gisement, une concentration de 40%. Nous, ça nous intéresse. On avait d'ailleurs une discussion avec un plus grand producteur d'engrais pour la nourriture pour les animaux. Donc, c'est une entreprise française qui était là-bas, et quand on lui expliquait les bienfaits du projet Mines Arnaud, il était très emballé, puis il disait, nous autres, c'est clair que si le projet Mines Arnaud décolle, on est sur la liste pour acheter des quelques milliers de tonnes, quelques dizaines de milliers de tonnes d'apatite de chez vous, parce c'est ce qu'on recherche comme produit. Donc, c'est vraiment, quand on va dans ce genre d'événements-là, oui, la recherche d'information, mais en même temps aussi partager l'information, parce que, comme je vous disais, pendant longtemps, c'était le projet de Yara International, qui n'avaient pas besoin d'aller voir ailleurs, et finalement ils ont changé leur fusil d'épaule dans leur façon de monter le projet Mines Arnaud. Donc il faut en partager, il faut faire la promotion de ce projet-là pour intéresser les futurs acheteurs, puis également aussi des potentiels investisseurs. On voit qu'on reste bien impliqué au niveau de développement économique Sept-Îles, parce qu'avant d'être Mines Arnaud avec une corporation, une compagnie, l'implication d'Investissement Québec et d'Yara, c'était le projet de développement économique Sept-Îles pendant des années. À ce moment-ci, là, on est confiant, tout aussi confiant de l'équipe de Mines Arnaud que vous avez accompagné à Tampa Bay, en Floride, la semaine dernière pour cet événement Phosphate 2017? Le projet Mines Arnaud, c'est un projet qui est carrément structurant pour notre économie. C'est un projet qui fait du sens. Il est près de toute la question logistique. C'est un projet que nos entreprises sont prêtes à travailler avec ce genre d'entreprise-là. On a une expérience avec l'industrie minière. C'est un projet que, cette apatite-là, quand on regarde les grandes données là, macroéconomiques au niveau des roches phosphatiques, sa concentration puis sa non-présence de contaminants là, qui sont désagréables pour les engrais, font en sorte que le projet Mines Arnaud, tôt ou tard, il va voir le jour parce que c'est un besoin à l'ordre international. Donc, pour nous, c'est clair c'est souvent là que le rôle de développement économique Sept-Îles est le plus important, c'est de s'assurer que les projets démarrent. Par la suite, on travaille avec les grands donneurs d'ordre pour s'assurer que nos PME puissent être imbriquées, qu'il n'y ait pas de flying flower dans ce genre de projet-là. Donc, notre rôle va changer par la suite, mais c'est clair que le rôle de développement économique Sept-Îles est toujours capital en avant-projet pour faire atterrir ce genre de projet-là. On se croise les doigts pour une annonce en 2017. Russell Tremblay, porte-parole de développement économique Sept-Îles. Un gros merci pour cette chronique économique. Ça fait plaisir, Jean. La chronique économique était une présentation de développement économique Sept-Îles.
Voilà ce qui complète notre émission Côte-Nord Attitude. Jean Saint-Pierre avec vous et Valérie Dionne. Un gros merci, Valérie, d'avoir encore passé l'heure du midi Jean. avec moi. On a même changé tes habitudes cette semaine. Mais c'est correct. Des fois, un petit peu de piquant dans la semaine, là. Demain, Tommy Auger, journaliste à Cogeco TV, sera avec moi à Côte-Nord Attitude pour la co-animation. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Au revoir.